Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Ce soir, rencontre avec un homme passionné, acteur et spectateur de son temps, François Hollandini, mécène moderne. Il nous parlera du musée Marc Petit qui fête ses 10 ans. Nous évoquerons ses passions, l'art, la philo et les amis avec Olivier Pourriol. Enfin, découverte de Peggy Guggenheim, la collectionneuse d'art et d'hommes, une chronique signée Marie-Jo Arrigui-Landini. Cher François Hollandini, bonsoir, bienvenue sur le plateau du rendez-vous. C'est un honneur d'accueillir un homme passionné, passionnant, avec ce beau sourire. C'est un honneur pour moi. Partagé, donc. Alors, l'art, la culture, la philosophie, les amis, c'est un condensé de vos passions, on a juste ? Ah oui, il ne doit pas y en avoir d'autres, non, ça suffit. C'est déjà pas mal. Vous êtes à l'origine du musée Marc Petit, qui est hébergé au Lazaret Hollandini à Ajaccio. Le musée fête cette année ses 10 ans. Oui. Joyeux anniversaire. Oui, on se régale. Plein de choses pour fêter ça. Alors pour comprendre comment est né le projet, je vous propose de revenir sur votre parcours. Oui. Pour ceux qui l'ignorent, vous avez été l'un des acteurs principaux du tourisme insulaire. Vous avez eu une vie professionnelle bien remplie, avec, j'imagine, des hauts et des bas, en tout cas, une vie pas de tout repos. Votre père aurait aimé que vous choisissiez une autre voie que celle de l'entreprise familiale. C'est vrai ? Plus sûr. Ses amis, c'était des dentistes, des médecins, des notaires, des pharmaciens. Voilà, profession libérale, surtout pas l'entreprise. Alors du coup, vous essayez de faire des études dentaires. Mais oui, comme j'étais, il faut le dire, médiocre. Oh non, on n'ira pas jusque-là. Moyen en Corse et mauvais au lycée Henri IV. J'étais mauvais. La preuve, c'est qu'on m'a pas gardé pour le bac final. Il a fallu que j'aille à Carnot. Bon. Eh bien, l'avenir, c'était dentiste, mais c'est pas mon père qui me l'a dit. C'est moi qui l'ai choisi parce que le meilleur ami de mon père était un dentiste, Carougi, qui est encore connu aujourd'hui. Sauf qu'à cause d'un dentier, ça se passe pas comme prévu. Ah ben non, il faut dire que je suis pas du tout bricoleur. Le haut, le bas, la droite, la gauche, c'est pas mon... C'est pour les autres. Alors quand vous travaillez dans la miniature, j'ai eu l'angoisse de ma vie, j'ai dit, je ne veux pas être un dentiste raté. J'aurais été un dentiste raté. Et ça, c'est la décision radicale de ma vie. C'est la seule dont je suis fier. En tout cas, c'est une preuve d'honnêteté et de lucidité. Ah oui. C'est pas mal. Surtout pour cette pauvre dame qui a la bouche ouverte avec son dentier coincé. Absolument. Alors, on va passer. Vous avez décidé ensuite d'étudier une autre passion, la philosophie. Vous allez obtenir vos diplômes, vous allez même enseigner, mais seulement 1 an. Pourquoi ? 1 an, 2 ans. C'était les années 68-69. J'étais passionné de philosophie et je lisais beaucoup. Mais j'étais maître d'internat et j'en avais marre d'être maître d'internat. C'était à Versailles, c'était horrible. Pourquoi ? Et donc, parce que c'était un collège et que le directeur était un imbécile, quoi. Ah, ouais, bon, et donc, on le salue. il fallait que je fasse le maître d'internat, c'était le garde-chou. Quoi, il y avait des horaires, il fallait laisser ouverts les volets pour que le gardien puisse surveiller, etc. Enfin, c'était la poisse. Et donc, je me suis dit, maître auxiliaire de philosophie, j'ai fait 1 an, 2 ans, je crois. À Évreux ou à Dreux, je ne me souviens plus. J'ai passionné mes élèves. Mais j'étais un philosophe, un petit maître auxiliaire de philosophie, parce que je lisais beaucoup et ce que je leur apprenais, c'est ce que je voulais apprendre. J'écrivais tout. Mon père a tout jeté, malheureusement. J'écrivais tout et je faisais un plan et je n'apportais que le plan et à partir de ce plan, je me lançais. Et c'était les lectures que j'aimais. C'était Bachelard, c'était Ricoeur, c'était Sartre, c'était Aron. C'était pas les philosophes classiques. Je n'ai jamais lu Kant, surtout pas. Oh, Kant, ça me vient même maintenant. J'ai jamais lu Hegel. J'ai lu Descartes parce que Descartes est lumineux, il est facile. Bon. Mais moi, j'ai fait la philosophie. C'est simple, non pas comme un art de penser, mais comme un art de vivre. La philosophie, pour moi, c'était un art de vivre. C'était ce que disait Jankélévitch, qui était un de mes professeurs. Je crois bien, oui. Aime et fais ce que tu veux. Reprenant un classique, cet Augustin. Aime et fais. Aime et fais. Aime d'abord. Eh bien, c'est mon parcours.
C'est bien résumé, c'est très joliment résumé. Alors malheureusement, vous renoncez à cette passion-là pour reprendre le chemin de l'entreprise familiale. C'était plus carré. Mais cela dit, est-ce que vous vous êtes amusé quand même dans le tourisme? Amusé, passionné, oui. Amusé, je ne sais plus. Mais passionné, oui, parce que, eh bien, j'ai été chef d'entreprise en me posant cette question, mais qu'est-ce que c'est que le tourisme? Pourquoi vient-il? Qui est la question qu'un apprenti philosophe peut se poser. Pourquoi je sers cet homme-là qui vient? Il vient pour rêver. À moi de me mettre à sa disposition, à la disposition de son rêve. Si vous faites cette démarche-là, vous comprenez tout du tourisme. C'est vraiment toujours dans le partage. Toujours dans le partage. Et dans le rêve. François, dans la vie, vous fonctionnez quand même au coup de cœur. Oui. On devait résumer ça. Alors, le coup de cœur, vous l'avez eu pour un lieu, le Lazaret. Oui. C'était un lieu oublié, un lieu d'exil pour les marins en quarantaine. Et vous en avez fait un lieu de culture et de partage. Justement, comment vous l'avez découvert, cet endroit? C'est le hasard c'est le hasard que vous gardez. C'est le hasard dont vous faites un destin. Alors, on vient me voir parce que j'étais dans le tourisme, j'étais le gérant. Et donc, quelqu'un vient me voir en disant « Vous connaissez le Lazaret ?» Réponse « Non. Il y a un permis de construire, un hôtel de charme, 10-12 chambres. Venez voir, vous verrez, c'est merveilleux. » Je vais voir avec un ami, c'est merveilleux. C'est vrai. Je tombe sous le charme avec mon ami. Mais je dis non à l'hôtel, parce que l'hôtel de charme, c'est très difficile. Il faut prendre beaucoup d'argent, mais il faut donner beaucoup de services aussi. Donc je dis non. Et puis, 6 mois, 1 an après, mon ami me dit, mais tu cherches à t'agrandir, tu cherches 250 mètres carrés. Ben voilà, tu l'as, le Lazaret. 250 mètres. J'ai dit, ça fait 550 mètres carrés de construit, ça fait 600 mètres carrés de construit. Mais oui, mais tu laisses tout l'arrondi, tu le laisses tel quel, tu t'installes sur le devant, tu as tes 200 mètres carrés. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, la question c'est, qu'est-ce que je fais du reste? Je l'ouvre au public. Et vous le restituez donc au grand public. Et vous en faites un lieu dédié à l'art. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un mécène moderne? Mécène, c'est pas le mot il me flatte, mais c'est pas le mot qui me convient. Le mot qui me convient, c'est plutôt donateur. C'est entendre Philippe Costamagne, le conservateur du Palais Fèche. Je suis plutôt un donateur. Je donne ce que j'ai aimé posséder. J'ai donné 200 affiches touristiques au musée de la Corse, de Corté. J'ai donné 110 tableaux, 115 tableaux au Palais Fèche. J'ai donné plusieurs objets, dont une commode à la Maison Bonaparte, etc. Je donne parce que je rencontre des hommes qui ont à la fois l'équipement, le musée, et qui sont des vrais conservateurs. C'est Olivès, c'est Philippe Costamagne. Il me faut l'équipement et il me faut l'encadrement. C'est exactement ce que je disais dans l'ordre du tourisme. La politique des 4 E, eh bien, dans les 4 E, il y a équipement, encadrement, il y a aussi environnement et aussi événement. Et du coup, ça permet de partager ce que vous avez Voilà. aimé. Alors, ce que vous aimez par-dessus tout, votre révélation, c'est l'artiste Marc Petit, le sculpteur. Comment vous l'avez découvert? Alors, par hasard, là une aussi, fois de plus. Par hasard. Il n'y a que des rendez-vous, décidément. Il n'y a pas de hasard. Je suis à l'église Saint-Germain, près de l'église Saint-Germain, dans une galerie que Marc Petit connaît. Il y a 5 ou 6 sculptures là, dans une galerie. Je tombe sur ces sculptures. Immédiatement, c'est l'émotion. Ça vous prend, ça vous prend. Ma femme est là. Elle sait que c'est dangereux avec moi. Elle me dit, tu en prends une et tu t'en vas. J'en ai pris une et je suis parti. C'était 1996. Ce qu'elle n'a pas prévu, ce que je n'avais pas prévu, c'est que 6 ans après, voulant faire de cette promenade, qui est maintenant promenade Marc Petit, voulant faire une allée des sculptures, je vais à la recherche de mon deuxième sculpteur. J'en ai déjà un, Kaol. Je cherche un deuxième. Qui? Mais je n'ai aucune culture, artistique. Donc, je n'ai pas la réponse. Mes 20 sculpteurs, j'en ignore tout. Je vais chercher mon deuxième sculpteur pour lui acheter mes 2 sculptures, et je tombe sur une sculpture, pas sur un sculpteur, sur une sculpture, la fuite. La fuite. Je reste devant, estomaqué, c'est lui. Qui lui? Mais celui de la petite fougue.
celui de 1997. Je ne le connais pas, il est là. Marc Petit est là, tout noir, avec tout sombre, des sourcils noirs, yeux noirs, vêtements noirs, etc. Mais tellement lumineux. On discute, et lumineux, et une voix superbe que ça. On discute, je lui achète ces 2 sculptures, je reviens, je vais avec mes amis dire, regardez ce que j'ai trouvé. Mes amis antiquaires, les Paul Véré, me disent, mais c'est un bon, nous sommes en 2003. 2004, c'est un bon, on est chez lui. 2005, il est au Lazaret, 150 à 200 sculptures, et en partant, sans le dire à ma femme, parce que sinon c'est non, et quand elle dit non, c'est non pour moi aussi, je lui dis, les 5 là et les 3 là, elles restent. 5 et 3, 8, plus 2, 10. Je me retrouve avec 10 Marc Petit en 2005. Et là et 2 caoles. Les 2 caoles, je les donne à mes beaux-fils. Et je passe de 10 sculptures en 2005 à 35 en 2008. Et 40 en 2018. 2018, les 10 ans. Donc 40 œuvres, 40 statues sur Terre et une en mer. Alors l'idée n'est pas de vous. Ah non, l'idée n'est pas de moi. Elle est d'Olivier Pourriol. Il nous attend de l'autre côté du plateau. Je vous invite à me suivre. Oui. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous nous attendiez. Merci d'être au rendez-vous. Merci de votre invitation. On va faire les présentations. Vous êtes agrégé de philosophie, essayiste et romancier. Votre dernier livre, Facile, vient de paraître. En bref, c'est une philosophie de vie pour réussir sans forcer. C'est aux éditions Michel Lafon. Vous êtes également passionné de football et ami de François. Donc, je ne vais pas vous demander si vous me connaissez. En revanche, je vais vous demander comment vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés, c'était des rencontres au Lazaret, un été. Et c'était des tables rondes de philosophie. Et puis, on a sympathisé. Hein, c'est ça, hein, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Pour se rencontrer, il faut se croiser et on décide de ce qu'on fait de la rencontre. Et puis nous, on a décidé de se revoir. Et voilà, François, c'est un être rare, vous le savez. Là, non, mais je l'ai écouté, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il avait enseigné la philosophie, parce qu'il cache, il est modeste. Je ne savais pas qu'il avait sauvé des vies en n'essayant pas d'être dentiste. C'est ça. Voilà. Et il fait tout avec légèreté, avec profondeur, avec tranquillité. Je ne vais pas le faire rougir, je sais que ça l'embarrasse. Mais avec ce beau sourire, tout l'amuse. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et philosophie, hein, on entend toujours que la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Bon, voilà. Mais c'est surtout la sagesse de l'amitié. Voilà. C'est-à-dire que pour penser, il faut un ami. Et quand on commence par aimer, après, peut-être on peut penser. J'aime bien ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était dans le bon ordre. Alors on ne dit jamais non à un ami, hein, François. Du coup, c'est vous qui êtes à l'origine de l'idée du projet de musée sous-marin. Oui, mais moi je passe beaucoup de temps sous l'eau, parce que j'adore ça. Je fais de l'apnée, de la chasse sous-marine. Et un jour, j'ai dit à François, tu sais, un jour j'ai plongé sur un Christ à Key Largo. À Key Largo, en Floride, il y a une statue de Christ qui est immergée. Et qui est très belle parce qu'on peut plonger dessus, on peut la voir d'en haut. Même ceux qui ne savent pas mettre la tête sous l'eau peuvent quand même voir qu'il y a quelque chose. Il y a des poissons autour, ceux qui descendent, c'est formidable. Et la sculpture, ça apprend toujours à tourner autour. On apprend à percevoir du coin de l'œil en tournant dans le mouvement. Et là, on perçoit aussi en hauteur, quoi, on a presque une 4e dimension, on circule autour avec une espèce de ralenti, puisqu'on est sous l'eau. On ne peut pas rester trop longtemps non plus, donc ça veut dire qu'on fait plus attention à ce qu'on perçoit. Et il m'a regardé un peu comme ça. Comme un fou. Non, mais avec cet étonnement, il me dit, de quoi il me parle, quoi. Et j'ai dit, tu pourrais mettre une sculpture sous l'eau. Au fond, c'est vrai qu'en Corse, d'habitude, la mer, c'est par là qu'arrivent les ennemis. Donc on a plutôt tendance à se réfugier dans la montagne. Et pas forcément, il y a plein de gens qui plongent en Corse, évidemment, mais je sais que François, c'était plutôt un homme de la terre, quand même. Oui. Voilà. Et donc l'idée d'aller déjà regarder sous l'eau, c'était un peu inattendu. Mais je vais parler de Bachelard aussi. Je dis, Bachelard, c'est une philosophie élémentaire. L'eau, ça porte les rêves. C'est l'eau et les rêves. Et donc ça, là, j'ai commencé à lui glisser l'idée. Puis c'était un jour au Lazaret, comme ça, on déjeune ensemble. Puis j'ai laissé tomber. Je dis, ça va pas. Puis 3 mois plus tard, il me rappelle, il me dit, oh, j'ai réfléchi. J'en ai parlé à Marc Petit, qui m'a pris pour un fou. Et puis finalement, Marc Petit a réfléchi, et puis ça l'emballe. Et voilà, je pense que ça a mis le doigt sur quelque chose qui était disponible dans la folie généreuse
de François. Et François, c'est la personne, parmi tous les gens que je connais, c'est à la fois le plus rêveur et le plus réaliste. Donc moi, j'ai fourni le rêve, j'ai fourni l'étincelle, et puis lui, il a rendu tout ça possible. Moi, j'ai dit, pourquoi tu fais pas un musée sous-marin? Et puis, 3 ans plus tard, voilà, il y a le préfet maritime, le préfet, les maires, il y a tout le monde. On a visité la citadelle, on a plongé, on a cherché les endroits, il y a les bateaux. Là. Et ça y est, maintenant, ça existe. Ça y est. Comment vous avez réagi, François, quand Olivier vous propose cette idée? Et surtout, qu'est-ce qui vous a convaincu ensuite? Je me suis dit, il est fou. Tout simplement. Mais cette folie, est-ce que ça se partage? Et j'ai dit, c'est pas moi qui décide, c'est Marc. Et Marc, quand je lui ai téléphoné, il m'a dit, mais tu es fou. Bon, donc, et c'était des folies communicatives. Mais ensuite, lui, il a travaillé. Il a fait un projet. C'est pas des nouvelles sculptures, hein, c'est des sculptures existantes. Les moules, ils sont déjà. La douce du Lazaret, elle est au Lazaret. Elle sera sous l'eau. L'île bleue, que vous verrez demain, elle vient d'arriver. L'île bleue, elle est en bronze. Au Lazaret, elle sera aussi sous l'eau. Et donc, les moules existent. Et de les mettre, il les a donc choisis pour qu'ils puissent aller sous l'eau avec... il n'a pas pris les choses les plus dramatiques, il a pris les choses les plus tendres, où on a envie de se promener. Pourquoi? Pour les livrer à une nouvelle perspective? Voilà. Et après, bureau d'études, et on y va. Et après, toutes les démarches, on a vu, les maires sont emballés. Justement, mettons un petit peu le rêve de côté. Est-ce qu'il y a des contraintes techniques? Est-ce qu'on a le droit? Énormes. Est-ce que la loi permet de déposer une statue? Elles sont énormes. On a mis facilement 1 an pour avoir l'autorisation d'une sculpture. Et il y en a 32 en tout. Mais ils ont voulu dire... Parce que là, il y avait une date, le 20 octobre, demain, où ceux qui peuvent venir sont invités. Hein. On est déjà 451 inscrits, mais c'est un peu plus, pas de problème. Eh bien, il y avait une date. Donc, ils ont dit, l'administration, on l'isole. Vous nous présentez l'ensemble du projet, mais on ne se prononcera pas sur l'ensemble de ce projet, on ne se prononcera que sur Gaïa. Elle s'appelle Gaïa. Gaïa, ça demandait 1 an. Parce qu'il faut passer une commission, la commission nautique locale, CNL. Il y a une 20aine de personnes. Il y a tous les gens qui travaillent avec le milieu marin. Il y a tout à respecter. La sécurité et l'environnement. Eh bien, on rentre dans ces exigences avec un bureau d'études, et ensuite, après, c'est oui. Alors, on voit des images, ça y est, elle est en place. Elle est en place. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de danger ni pour l'environnement, ni pour les bateaux. C'est que le public s'approprie, je crois que c'est chose faite, cette sculpture. Oui, absolument, voilà. Autant les cormorans que les baigneuses. Alors, on le disait tout à l'heure, François, vous êtes un homme de passion, la culture, l'art, les amis. Et le lieu, le Lazaret, l'objectif, c'était en faire une communauté d'épicuriens? Ah, il y a Michel Onfray, au temps où nous étions amis, parce que bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, mais qui est très disputeur. Il a écrit un article qui est dans le livre Tourisme Épicure chez les Corses. Donc, je ne sais pas si je suis épicurien. Mon philosophe de fond, celui que je préfère, celui qui correspond le mieux à moi, qui vient de décéder maintenant, c'est Clément Rosset. C'est celui qui a écrit un bouquin extraordinaire, c'est La force majeure, c'est la joie de vivre. Quand vous avez un philosophe qui se dit la force majeure, on ne sait pas pourquoi, mais la force majeure, c'est la joie de vivre, alors que la vie, elle est certes belle, certes, mais aussi tragique, eh bien, c'est la joie de vivre. Vous pouvez être dans n'importe quelle situation, il y a cette joie fondamentale qui vous dit « je veux continuer de vivre ». Et Marc Petit dit ça. Ce ne sont pas des sculptures de mort, ce sont des sculptures de vie. À savoir, il y a tous les drames, j'ai un passé mouvementé, j'aurai un avenir mouvementé, mais je l'accepte. Je l'accepte parce que je suis là. Il y a une éternité que je n'étais pas là, il y a une éternité où je ne serai plus là, mais maintenant je suis là et je veux vivre. Et c'est ça la joie de vivre. Est-ce que vous considérez avoir réussi? Est-ce que ça y est, ce lieu, le Lazaret, vous l'avez rendu accessible à tous ou quand même ça reste réservé à une élite? Alors, ah non, là, il y a 8000 personnes, il y a 8000 personnes qui viennent et il y a des choses, il y a le jazz. La musique. Est-ce qu'il y a une élite du jazz? Il y a de la science, de la philosophie, il y a aussi des expositions. On a fait la Ferrolemoine.
Au contraire, c'est la qualité, on essaye la qualité, mais pas l'élitisme, si vous voulez. Mais ma réussite, elle sera quand ce lazaret, c'est le projet qui est en cours. Monsieur le maire le sait, il a le dossier depuis le mois de février. Quand vous avez un lazaret et que vous avez un Marc Petit, et que vous avez cet ensemble, et que ça vaut une vie, et que vous voulez que ce lazaret et ces sculptures deviennent objets publics pour qu'ils soient pérennisés, c'est ça. Quand, je dirais, j'aurais peut-être fini ma vie quand ça sera fait. Après la vie me donnera encore d'autres choses à faire, mais moi j'aurais... Quand vous en parlez, ça donne envie. Hein. On sent que la passion est là, mais le plus simple pour comprendre, c'est de voir aussi. Qu'est-ce que vous avez vu respectivement dans le travail de Marc Petit? Oui. Alors ouais, ce que j'ai vu, d'abord, ça m'a fait peur. Ça m'a un peu glacé. Et puis, en y revenant, parce que c'est des sculptures qu'il faut finir de polir. Hein, elles sont encore un peu sauvages. Je me dis, tiens, on dirait qu'elles ont toutes cramé, on dirait qu'elles ont survécu à une catastrophe de Pompéi, qu'on a retrouvé des corps calcinés. Et je dis, mais c'est ça la résilience, c'est-à-dire on est capable de résister à tout. C'est ce qui reste d'en être quand tout l'inessentiel a disparu. Et l'idée, là, j'entendais François, c'est-à-dire qu'en surface, il y a déjà des sculptures, comme tous les sculpteurs sont exposés en surface, mais l'idée qu'en miroir, en dessous de l'eau, et puis certaines à fleur d'eau, on est les mêmes. C'est-à-dire qu'elles peuvent également s'intégrer dans un univers plus vaste qu'elles et que les humains ressemblent à des choses. Et moi, je trouve ça très beau et très juste sur le très long terme. Nous sommes des objets, on doit chercher notre place dans la nature. Et que ce soit à la surface de la Terre ou sous l'eau, on fait partie d'un environnement plus vaste. Et ces sculptures, elles vont accueillir de la vie. C'est ça que je trouve beau. Ouais. Allez, pour finir, elle était aussi passionnée. Elle était collectionneuse d'art et d'hommes. C'était Peggy Guggenheim. Et c'est Marie-Jo Harry-Guilandine qui arrive sur le plateau pour nous en parler. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Bienvenue. Alors Peggy, c'était une artiste en son genre. Ah oui, c'est une femme tout à fait exceptionnelle parce que vous le disiez tout à l'heure, vous êtes collectionneur et donateur, mais vous êtes quand même un peu mécène aussi puisque vous vous occupez des artistes, vous les suivez, vous achetez leurs œuvres, ça les aide quand même. Et moi, je voulais donc justement parler de Peggy Guggenheim qui est sûrement une des plus grandes collectionneuses et mécènes du XXe siècle. C'était la nièce de Salomon Robert Guggenheim que tout le monde connaît pour la fondation qu'il a créée en 1937 et les musées que l'on peut actuellement visiter à New York, évidemment, et à Bilbao. Il y a eu plusieurs musées, il y a encore des projets en cours, dont Abu Dhabi, d'ailleurs, je crois. Et voilà, donc les architectures des deux musées, évidemment, on les connaît bien, celle de Frank Lloyd Wright pour New York et celle de Frank Gehry pour Bilbao. Ce sont des lieux vraiment tout à fait remarquables. Alors elle est autodidacte de l'art, en fait, malgré cet oncle qui adorait l'art. Elle a surtout appris, en fait, quand elle est arrivée en France en 1921 et qu'elle a rencontré Marcel Duchamp. C'est Marcel Duchamp qui l'a formé. Elle dit qu'il a formé son œil, qu'il l'a éduqué, qui lui a permis de dissocier l'art abstrait du surréalisme. Tout ça, pour elle, elle mélangeait au début. Et puis, comme elle s'ennuyait, et puis elle avait quand même beaucoup d'argent, hein, elle a décidé de créer une galerie à Londres en 1936. Ça s'appelait Guggenheim Jeune. Et finalement, elle s'était donné un régime assez strict. C'était acheter une toile par jour. On n'en est pas encore. Je ne savais pas. Vous n'en êtes pas encore là. J'y serai jamais. Madame, je ne serais pas d'accord. Malheureusement. C'est quand même pas mal. Il y a un film qui lui a été consacré, un film de Lisa Imordino Vreeland, qui montre un petit peu son parcours. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle a utilisé aussi pendant la guerre son prestige, son nom, sa nationalité américaine et son argent pour sauver beaucoup d'artistes, en fait. Donc, elle leur a fourni des faux papiers, elle a financé leur départ vers les États-Unis. Donc, en ça, elle a été aussi extrêmement engagée. Voilà. Le film enfin, je voulais qu'on m'envoie une petite bande-annonce, mais je sais que c'est regarder. très... On va regarder. Ouais, on peut regarder. Allez, regardons un petit bout. What do these pictures mean to you yourself? Oh, they become more or less the most important part of my life. I can't imagine now living without them. She'd carved out a niche for herself, and she filled it, and she made it as a collector, and as a kind of collector that never quite existed before. She wanted this art as a mirror for her own strangeness. She was talked about as such a slut for doing the same thing that all the men around her were doing.
Peggy is a sort of model for the liberated woman. Peggy appealed to me because of her eccentricities. Just a wonderfully colorful family. She helped artists to leave Europe to the United States, so she very much saved artists. My father showed with her, my mother showed with her. She was a big part of their lives in 1946, when I was 3. I first met Jackson Pollock when he was working as a carpenter in my uncle's museum. So I rescued him from that. And how do you feel about walking down the ramp at the Guggenheim Museum and seeing your paintings in a completely different environment? Oh, my uncle's garage, yes. Well, it looks like a garage, doesn't it? I think if he saw this now, he'd turn in his grave. Did you feel it was a crazy life? Definitely, yes. It was all about art and love. Quel destin, Peggy Guggenheim, la collectionneuse. Mais c'est vrai qu'elle a eu un œil exceptionnel. Sa collection, elle est vraiment exceptionnelle. Elle a vraiment déniché des artistes en début de carrière que personne ne connaissait. Et sa collection est vraiment, vraiment extrêmement bien construite, extrêmement bien bâtie. Oui, je disais tout à l'heure en fait que le film finit sur Venise parce qu'elle s'y est installée. Elle est morte là-bas d'ailleurs à Venise. Et un musée porte son nom. C'est le musée Peggy Guggenheim qui a été fondé en 1952. Elle était arrivée d'abord pour la Biennale à laquelle elle participait en permanence. Et sa personnalité avait vraiment inspiré le respect. Elle était devenue vénitienne sur la fin de sa vie. Mais voilà, moi je voulais quand même aussi vous profiter pour vous poser une petite question. Quand on est justement un peu mécène comme vous, est-ce qu'il est nécessaire est-ce qu'il suffit d'admirer le travail d'un artiste pour acheter ses toiles et le suivre, ou est-ce qu'il faut quand même qu'il s'agisse aussi d'une belle personne? Parce que je sais qu'avec Marc Petit, vous avez un rapport vraiment très privilégié. Eh bien, comme je vous l'ai dit, comme je n'ai pas cette culture qu'on suppose que j'ai rencontré un sculpteur qui est une belle personne. Alors pour moi, je dirais presque, et c'est rare, peut-être que la personne est peut-être plus grande que l'œuvre. J'ai dit une énormité. Une énormité. Chez Marc Petit, oui, Chez Marc Petit, il est exceptionnel. C'est vrai. Mais lui mourra. Et son œuvre, non. Pour lui, effectivement, son œuvre est plus importante parce qu'il veut vraiment qu'elle lui survive. C'est la notion de temps, il nous l'a dit, est très très importante chez lui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous d'être venus sur le plateau du rendez-vous. On rappelle, le musée Marc Petit fête ses 10 ans, 40 statues à découvrir sur Terre et une désormais à découvrir en mer. Votre dernier livre, Olivier, Facile ou l'art de réussir sans forcer, c'est aux éditions Michel Lafon. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée à tous. Je vous dis à très vite. Ciao. Ah, j'ai pas fini, moi.